Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Les gens de notre génération, les milléniaux, sont les plus paumés des paumés. Du moins, c'est ce que révèle une analyse effectuée par un syndic d'insolvabilité ontarien. Alors dans cette vidéo, je vous expose la situation dans laquelle se retrouve ma génération. Je vous explique les raisons pour lesquelles plusieurs se retrouvent en faillite et je vous parle d'une histoire assez cocasse impliquant deux Québécoises produisant du contenu sur OnlyFans qui est directement lié au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je décrivais la situation financière déplorable des Canadiens. Une personne sur 4 au Canada n'a pas les moyens d'assumer une dépense inattendue de 500 $ et plus d'une personne sur 3 a de la difficulté à répondre aux besoins financiers de son ménage. Par ailleurs, 58% des personnes de 15 à 24 ans et 56% des personnes de 25 à 34 ans sont très préoccupées à l'égard de leur capacité à acheter une propriété ou à payer leur loyer. Non seulement la situation financière des ménages canadiens en général est misérable, mais celle des gens de ma génération, les milléniaux, n'est vraiment pas mieux. En fonction de leur analyse de 2700 des plus de 100 000 faillites canadiennes ayant été déclarées en 2022, le syndic de faillite ontarien a découvert que 49% des dossiers analysés étaient attribuables aux milléniaux âgés de 26 à 41 ans, soit près de la moitié des dossiers. Le hic, c'est que cette génération ne représente que 27% de la population canadienne. Ma génération est donc surreprésentée en ce qui a trait aux faillites ayant eu lieu en 2022. L'étude a révélé que les milléniaux étaient 1,4 fois plus susceptibles de déposer une demande d'insolvabilité que les personnes de la génération X âgées de 42 à 56 ans et 1,7 fois plus susceptibles que les baby boomers âgés de 57 à 76 ans. Ouch! La statistique qui tue maintenant, les milléniaux ayant déclaré faillite en 2022 avaient en moyenne 33 ans et devaient en moyenne 47 283 $ de dette non garantie. Qu'est-ce qu'une dette non garantie? Une dette qui n'est pas garantie par un collatéral. Par exemple, votre prêt hypothécaire est une dette garantie parce que votre maison sert de collatéral. Vous faites faillite, la banque reprend votre maison et la revend pour payer votre dette. Pour les dettes non garanties, le collatéral est inexistant, ce qui explique d'ailleurs pourquoi ces dettes sont sujettes à des taux d'intérêt élevés. Les milléniaux sont donc étouffés par essentiellement deux types de dettes en particulier, les dettes de carte de crédit et les prêts étudiants. Deux dettes non garanties. Clairement, les milléniaux canadiens exposent à quel point leur éducation financière est déficiente. D'abord, ils consomment au-dessus de leurs moyens parce que plusieurs sont incapables de rembourser leurs dettes de carte de crédit. Ensuite, ils prennent de piètres décisions d'investissement. De quel genre d'investissement fais-je référence ici? À l'investissement qu'ils font en eux-mêmes en décidant de s'endetter pour aller à l'école. Aller à l'école peut être une excellente décision, mais tout dépend du retour sur investissement que vous obtenez en décidant de payer des milliers de dollars par année pour aller vous asseoir sur un banc d'école. L'école vous permet d'apprendre, de développer de nouvelles compétences, de vous spécialiser dans un domaine particulier pour ensuite vendre sur le marché vos aptitudes. Prendre la décision d'aller à l'école relève fondamentalement d'une décision d'investissement dans la mesure où ce choix est motivé par les opportunités futures qui s'offriront à vous une fois que vous aurez peaufiné votre art. Pour que cette décision soit rationnelle, logique et sensée, il faut inévitablement qu'il y ait un retour sur votre investissement. Le temps et l'argent que vous dépensez à acquérir ces nouvelles aptitudes doivent vous permettre de surélever votre niveau de vie pour que ça en vaille la peine. Autrement dit, à votre sortie de l'école, vous devez être en mesure de gagner assez d'argent non seulement pour rembourser le montant investi dans vos études, mais pour compenser le temps passé sur les bancs d'école alors que vous auriez pu gagner un salaire. Or, plusieurs milliers de milléniaux sont incapables de rembourser leurs prêts étudiants, certes parce qu'ils ont un problème de consommation, mais probablement aussi parce que leur décision d'aller à l'école s'est révélée comme une mauvaise décision d'investissement. Le retour sur investissement n'y est pas. Au-delà de ça, ce qui m'a frappé le plus du rapport du syndic ontarien, c'est que plusieurs milléniaux ont creusé leur propre tombe avec l'aide du gouvernement. Plusieurs des milliers de milléniaux qui ont coulé en 2022 ont déclaré avoir reçu de la PCU et d'autres fonds de secours reliés à la pandémie et ils n'ont pas su s'informer quant aux obligations fiscales
que généraient ces programmes. Pendant la pandémie, le gouvernement Trudeau a distribué les milliards aux étudiants étant soi-disant dans l'impossibilité de travailler. Les étudiants ont donc reçu plusieurs milliers de dollars, ce qui d'ailleurs dépassait parfois largement leur revenu normal, mais ceux-ci, en récoltant la manne financière du gouvernement tombé du ciel, n'ont pas cru bon s'informer des incidences fiscales de ces différents programmes. Résultat, à la fin de l'année, des milliers d'étudiants milléniaux se sont retrouvés non seulement avec une carte de crédit chargée à bloc, mais avec une facture d'impôt à payer qu'ils n'avaient pas prévue. Ils se sont donc retrouvés insolvables et incapables de rembourser leur carte de crédit, leurs prêts étudiants, leurs prêts personnels à taux d'intérêt élevé, et ensuite leur dette fiscale. Et c'est ce qui m'amène sur le sujet de nos deux belles de nuit dont l'histoire nous a été rapportée sur les médias sociaux et sur TVA. En fait, l'histoire est simple, mais elle est représentative d'une partie de notre génération qui est complètement illettrée financièrement. Deux sœurs jumelles québécoises qui produisent du contenu sur OnlyFans se sont ramassées avec l'Agence du revenu du Canada à leur trousse parce qu'elles n'ont pas payé leurs impôts. Au lieu de payer leurs dû, elles ont décidé chacune de se faire construire une maison de plusieurs centaines de milliers de dollars. Je les laisse conter eux-mêmes leur histoire. Jessica et Sarah sont des sœurs jumelles qui, depuis près de 3 ans, publient du contenu explicite sur OnlyFans en échange d'argent. Ah, là, j'étais sur mon OnlyFans. Mais la réalité les a vite rattrapées lorsqu'est venu le temps de déclarer le revenu et de rembourser leurs impôts. J'ai dû appeler à la banque, puis là, on m'a informé que mon compte avait été saisi par la ARC, qui est le Revenu Canada. Puis, suite à ça, j'ai téléphoné, puis on me dit que mon compte était saisi, que mon argent, il n'y en avait plus. Fait que je me suis retrouvée plus de compte, puis plus d'argent. Sa sœur Sarah s'apprêterait d'ailleurs à subir le même sort. Moi, ça fait longtemps que je sais qu'ils nous surveillent, là, mais moi, je me suis dit, elle coopère en plus, fait que je m'attendais pas que ça y arrive à elle. Là. Moi, ils m'ont pas saisi mon compte, mais ça aurait arrivé, c'est une question de temps. Là. Comme là, en ce moment, j'ai plus de tout dans mon compte. Elles soutiennent avoir fait leur déclaration de revenus en bonne et due forme, mais qu'une simple méconnaissance des règles à suivre en tant que travailleuses autonomes les plonge maintenant dans cette situation. On est capable d'admettre que ça aurait dû être de nous-mêmes, dans le fond, là, de faire de se renseigner là-dessus, mais on était comme un peu perdus là-dedans, puis ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Là. Ils m'ont juste dit, là, tu sais que si tu payes pas, puis blabla, on peut saisir ton compte OnlyFans. Vous allez me saisir mon travail, c'est ça que vous êtes en train de me dire? En quoi ça va avancer? Vous allez juste ruiner ma vie, dans le fond. Ça arrive à tout plein de monde. C'est juste que qui va aller dire ça sur les réseaux sociaux qu'il n'y a plus d'argent? Moi, parce que justement, je me suis servi de ça pour... je me suis dit que ça peut sensibiliser du monde à ne pas niaiser avec une dette du gouvernement. On a essayé d'avoir un plus grand délai avec le gouvernement, mais là, en ce moment, ils sont pas très compréhensifs parce que ça fait déjà assez longtemps. Mais... c'est sûr, dans le meilleur des mondes, ça serait d'avoir comme qu'ils soient compréhensifs. Mettons, j'ai mal joué... mon jeu, si je peux dire. J'aurais dû prioriser ma dette d'impôt à la finition de ma maison, disons. Sachez, chers camarades, que nul n'est ignorant devant la loi et que, travailleur autonome ou pas, vous devez payer vos impôts. Dans la vie, il n'y a que deux certitudes, la mort et les impôts, tenez-vous-le pour dit. Pour ce qui est de nos deux femmes de joie qui malheureusement symbolisent une partie significative de ma génération, je leur souhaite le meilleur des succès dans leur imbroglio fiscal avec le gouvernement. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez du rapport qu'ont les milléniaux avec l'argent. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.